Vous saviez que des micro-entrepreneurs reçoivent des factures de centaines d'euros pour des services facultatifs? Aujourd'hui, créer sa micro-entreprise est devenu un défi face aux arnaques qui ciblent les nouveaux entrepreneurs. Comment naviguer entre obligations réelles et faux frais pour éviter de tomber dans le piège? Explorons ensemble les astuces pour protéger son business. Yes, je goûte de café belge, pas cher, pas cher. Il y a un peu chaud, faut du lait, faut du lait. Eh, tu veux de quoi? Tu veux de quoi? Viens là. Vous connaissez pas? Je suis à Nice, je profite de mes vacances. C'est vous qui profitez de mes vacances. Attendez, les personnes qui ont un small business ou qui ont une entreprise, une micro-entreprise surtout, vous faites pas arnaquer là. Vous faites surtout pas arnaquer. Franchement, heureusement qu'on me l'a prévenu avant. Putain, non mais j'en bégaye carrément. Alors, ça fait 2 semaines que je suis immatriculée. Je reçois un courrier. Premier courrier, du coup, on me dit ça. Alors, ça dit identification légale, formulaire d'inscription et tout. Et là, on me dit qu'il faut que je paye 282 € en fait, par carte bancaire ou par chèque. Donc j'ai un petit QR code à scanner et tout pour mon entreprise du coup. Ça me dit tout ça, 282 balles, hein, ça sort pas de la poche comme ça, hein, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait lui? Et derrière, t'as écrit en vraiment presque transparent que c'est facultatif, nanani, nanana, c'est pour qu'il me fasse de la pub, je sais pas quoi. C'est de l'arnaque en fait. Donc surtout, ne payez pas. En plus, ils disent sous 8 jours qu'il faut régler ça. Sinon, il va y avoir une amende, truc comme ça. Donc, regardez. Offre facultative, écrit en tout petit, destinée uniquement à un but publicitaire. Donc, voilà, vous n'êtes pas obligé de payer ça. C'est non. Ensuite, 2 jours après, je reçois un autre courrier. Registre des sociétés européennes, nanani, nanana. Je comprends pas trop pourquoi. Ils me disent même pas pourquoi. Ah oui, la visibilité complète de votre entreprise sur le registre des sociétés européennes, nanani, nanana. Donc voilà. Donc encore une fois, je dois payer 124 balles en plus du coup pour ça. Et là, je tourne la page derrière. Et là, bien sûr, ils disent pas que c'est facultatif. Ils le disent pas, mais sachez que moi, ma CMA, mon truc de création d'entreprise, ils m'ont bien dit, attention, si vous recevez des courriers et tout, qui vous font passer pour l'URSSAF ou d'autres trucs et tout, surtout, ne payez rien. Vous êtes en micro-entreprise, vous n'avez rien à payer pour le moment, à part bien sûr l'URSSAF et les impôts quand ça viendra. Mais surtout, vous ne faites pas arnaquer comme ça. Et ce matin, ce qui m'a énervé, c'est que j'en ai reçu un autre. Cette fois-ci, là, voilà, APE, la loi impose carrément d'afficher certains documents d'information de votre entreprise sous peine de sanctions pénales. Le non-respect de ces affichages peuvent entraîner une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €. Et là, ils me disent de payer sous 8 jours encore. Combien? C'est quoi? Vous voulez combien de thunes? Combien de thunes? 288 €. Mais alors du coup, moi je vous fais cette vidéo parce que franchement, j'ai vraiment pas envie que vous vous fassiez avoir dans ça. Nous, on est en micro-entreprise, on galère déjà assez, sachant que j'ai encore rien vendu et tout, ni rien. Et on m'envoie des trucs à payer, bientôt j'ai 1 000 € à payer en fait, sous peine de 1 500 € d'amende. N'écoutez pas, c'est faux, on me l'a averti. Au moindre doute, appelez quelqu'un, appelez un professionnel de l'INPI ou alors de la chambre des métiers de votre ville, etc. Ou chercher sur internet même. Je vais me renseigner sur ce courrier parce que je ne le vois pas le facultatif, mais c'est sûr que j'ai rien à payer. Dans la première partie, on a vu comment les nouvelles entreprises peuvent recevoir des courriers trompeurs leur demandant de payer des sommes non obligatoires. Cela soulève la question de la vulnérabilité des entrepreneurs face à ces arnaques. Dans la suite, on va explorer les disparités économiques en France et leur impact sur la vie quotidienne.
Vous n'imaginerez jamais à quel point certaines villes de France sont pauvres. Quand on dit que la France est un pays riche, on oublie également de dire qu'il y a des grandes disparités sur l'ensemble du territoire. Des disparités telles qui font qu'on ne réalise pas vraiment à quel point certaines communes sont pauvres. Quand je dis pauvreté, je parle même d'extrême pauvreté, je vous explique. Quand on prend les revenus médians des habitants du 3e arrondissement de Marseille, ils sont inférieurs aux revenus médians des habitants de la Pologne. C'est pas du tout pour dénigrer la Pologne, mais on a souvent cette vision selon laquelle la France et la Pologne ne jouent pas du tout dans la même cour, alors qu'il y a des territoires en France qui ont des niveaux de pauvreté supérieurs à celui de la Pologne. Prenons un exemple encore plus frappant. Le PIB par habitant de Mayotte ou de la Guyane est plus proche de celui du Gabon que celui de Paris. Dans certaines villes de France, on a la même espérance de vie qu'en Libye par exemple. Si je vous ai donné tous ces éléments de comparaison avec des pays qu'on sait ne pas être riches, c'est parce qu'aujourd'hui en France, on a 9 millions de pauvres. Quand on entend ce chiffre, on se dit ouais bon, c'est beaucoup, mais est-ce que ces gens sont réellement pauvres? Et on se trompe parce que dans ces 9 millions de pauvres, il y en a 5 millions qui sont dans une extrême pauvreté. Non seulement ils manquent d'argent, mais vivent dans des logements qui ne sont pas décents, ils ont des niveaux d'éducation qui sont faibles et une espérance de vie très courte. On dit qu'ils sont dans des états de pauvreté multidimensionnels. J'espère que grâce à cette vidéo, vous aurez une compréhension un peu plus fine de ce qu'est la pauvreté en France. Sinon, moi je suis doctorant en économie, si tu veux plus de contenu sur le sujet, pense à t'abonner. Non mais je suis tombée sur une vidéo, en fait c'est la CAF qui enquête sur tout un tas de fraudes potentielles ou éventuelles et ils s'aperçoivent en fait qu'il y a une famille qui vit en Israël et qui bénéficie des aides de la France, donc 1600 € d'allocation familiale versée sur un compte et 550 et quelques d'un montant du RSA viré sur un autre compte. Donc la famille touche environ un peu plus de 2000 € par mois, donc des aides françaises, d'accord, mais ne vivent pas sur le territoire français. Ils les ont remontés parce qu'en fait, ils les ont retrouvés sur Facebook. Ils se sont aperçus qu'ils vivaient leur best life dans des piscines, tout va bien. Ils se sont aperçus que sur les 4 gamins, aucun n'était inscrit au rectorat, donc aucun n'est scolarisé en France. Ils se sont aperçus aussi qu'il n'y avait aucun contrat d'électricité à leur nom, donc finalement, ils ne sont pas résidents en France. Mais tout va bien en fait. Tout va bien, mais c'est Israël où ça pourrait être ailleurs, hein. Il y en a combien qui fraudent comme ça tous les mois, qui vivent dans des pays étrangers et qui continuent de toucher les prestations sociales. Mais quand est-ce que vous allez vous réveiller sur ces fraudes? On te demande en tant que Français de faire des efforts supplémentaires tout le temps. On te taxe de plus en plus, on augmente les taxes sur les produits de première nécessité, on va taxer bientôt de nouveau encore plus la flotte, l'eau même. Non mais à un moment donné, il faut peut-être y arrêter aussi. Moi je veux bien faire des efforts, je veux bien, ok, on va nous passer un budget là de force bientôt. On va encore en chier, nous. Et l'argent de la France est distribué comme ça à l'étranger pour des gens qui ne vivent même pas sur le sol. Bon, tu me diras qui sont les plus cons, ceux qui en profitent ou ceux qui laissent faire, un peu des deux, tu me diras. Mais bon, c'est difficilement possible d'entendre des choses comme ça quand toi tu galères, tu te lèves tous les matins, tu fais ton taf et puis que tu ne bénéficies d'aucune aide et tu vois qu'il y en a qui dilapident les aides françaises dans des pays étrangers. Ouais, à un moment donné, vous voulez faire des économies, il y a des millions, des milliards à récupérer, commencez à les récupérer aux bons endroits parce qu'il y a du taf. Aborder les arnaques et les disparités en France soulève des problèmes complexes et préoccupants. Entre les micro-entrepreneurs vulnérables et les inégalités territoriales, la question des fraudes sociales ajoute une couche de tension. Face à ces défis, comment pouvons-nous mieux protéger nos ressources et nos citoyens tout en assurant une justice sociale? Voilà une question qui mérite réflexion. Alors les RSistes, oui, c'est à vous que je parle, les mêmes qui avaient commenté ma publication il y a 2 mois, quand je vous parlais des 15 heures de travail, vous m'aviez dit non, jamais de la vie, nous on n'ira jamais bosser, c'est pas possible que ça se passe comme ça. Tiens. Alors je sais qu'il y en a plein qui vont me dire oui, vivement qu'ils aillent bosser, c'est grosse feignasse, il est temps, etc. Oui, d'un sens vous n'avez pas tort, parce que il y en a énormément qui peuvent bosser, il y en a qui peuvent pas taffer. Ok, ça on est d'accord, ils touchent la hache, ou alors des femmes célibataires qui ont des gamins en bas âge, ok, il n'y a pas de problème. Par contre, il y en a, ils ont 35, 40, 45 ans, une tête bien faite, 2 bras, 2 jambes, ils ont qu'une seule maladie, c'est d'avoir un gros baobab qui leur pousse en plein milieu de la main et qui les empêche d'aller se bouger le cul. Ah, je suis désolée, mais certains, vous allez devoir bouger votre fiac. Oui, comme nous, du coup. Bah oui. Donc, ça sera peut-être s'insérer dans une formation, trouver un emploi et passer le permis de conduire aussi. Mais le permis de conduire, il sera financé par qui? Vous avez la réponse à cette question, vous? Alors oui, les feignasses au boulot, tout ça, c'est génial, mais ça soulève un autre point. Moi, je pense aux gens au chômage, à toutes ces personnes au chômage. Les patrons, le choix, il va être vite fait. Quitte à prendre un mec au chômage ou un mec au RSA que tu ne payes pas, qui est payé par l'État, en plus en dessous du SMIC horaire, il faut se l'avouer. Les patrons, ils vont se jeter sur des mecs au RSA. Pourquoi prendre un mec qui était au chômage avant que tu vas payer avec toi, avec ta trésorerie? Ça n'a pas de sens. De toute façon, là, ce système, il y aura des gagnants et des perdants. Il y aura des lésés dans l'histoire. De toute façon, c'est une évidence. Mais bon, bref, en tout cas, c'est acté. Et bon courage à tous ceux qui vont devoir se remettre dans la vie active. Vous allez voir, ouais, ça pique de se lever à 6h du mat'.